Le gouvernement mondial veut encore utiliser Mother Flame, ce qui bouleversera le monde d'une façon apocalyptique. Et le niveau de l'eau va encore monter, submergeant îles, pays et royaumes. Le gouvernement se sont préparés à cette guerre depuis des siècles même, et c'est la raison pour laquelle ils se sont installés sur Redline, le toit du monde, car ici jamais la mer ne pourra les atteindre. Mars a échoué. Le message de Vegapunk commence bel et bien dans ce chapitre et annonce littéralement la fin du monde dans One Piece. Zero van. Et dans cette review, vous découvrirez comment cette fin du monde est annoncée depuis 15 ans. Les conséquences du message de Vegapunk qui nous a tenus en haleine depuis des semaines se font déjà ressentir, et heureusement que la semaine prochaine il y a une pause due à la Golden Week au Japon, car après cette review, je pense que vous aurez du mal à vous en remettre. Ça commence dès le nouveau color spread absolument magnifique, mettant en scène Robin jouant aux échecs avec les Mugiwara incarnés en tant que pièces. Ils ont tous un rôle assez évident, Zoro et Sanji en cavalier par exemple, ou encore Luffy en roi, ça va. Par contre, on a deux pièces qui méritent vraiment d'attention, Nami en reine et Chopper en pion. Alors pour Nami en reine, vous allez me dire que c'est encore une fois assez évident, elle est toujours représentée de la sorte, et oui, c'est justement bien ça le problème. Si vous avez regardé le dernier Iceberg et que vous êtes allé jusqu'à la troisième partie, vous avez sûrement découvert l'histoire cachée du premier script de Strong World. Le premier film supervisé par Oda devait proposer une histoire exclusive, originale et choquante sur Nami et sa naissance bien avant que Belle-Mère ne la trouve sur Oikot. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'avec cette connaissance à l'esprit et le fait que Nami soit systématiquement dépeinte comme étant une reine dans tous les color spreads, j'en viens à me demander si à l'origine Oda n'allait pas nous révéler dans Strong World que Nami était purement et simplement une princesse d'un royaume détruit. L'histoire qu'Oda voulait faire sur Nami serait alors directement liée à ses multiples représentations de reines. Puis quelle ironie quand Luffy sauve absolument toutes les princesses des pays en détresse qu'il visite, que sa deuxième Nakama soit elle-même une princesse qui n'en a absolument pas conscience. Bon, ça c'est pour le premier point. Le deuxième donc concerne Chopper, mais pas Chopper directement. En réalité, et je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais la représentation des pions avec leurs armes et armures de chevaliers m'a rappelé les fameux Spacey de la mini-aventure d'Ener. Le colonel Macro, plus précisément. Les deux pourraient totalement se confondre, que ce soit dans la couleur de leur armure ou de leur lance. Ma question est donc, est-il improbable que les Mugiwara, ou Luffy plus directement, aient plus tard un contrôle sur l'armée de Spacey découverte par Ener sur la Lune? Que ce color spread soit une forme de foreshadowing? Pour aller plus loin dans les détails, les 5 Spacey qu'Ener a rencontrés venaient autrefois de Baldimore, l'île natale de Vegapunk. Île qui apparaît justement plus loin dans ce chapitre, mais surtout une île qui abritait le professeur Tsukimi, le bienfaiteur des Spacey, au design assez atypique pouvant rappeler celui de Vegapunk notamment au niveau des sourcils ou de la longueur du visage. Ce vieil homme serait le père, grand-père, voire même l'ancêtre de Vegapunk qui a recueilli et réparé ces extraterrestres, des êtres venus de la Lune qui reviendront bientôt sur Terre avec une armée dirigée par Ener et peut-être Luffy également, destiné à vaincre le gouvernement mondial. Ce color spread, en plus que magnifique, est bien plus symbolique que ne l'ont été les derniers en date. Malheureusement, la review s'annonce un peu trop massive pour passer des heures à l'analyser. Vous comprendrez très vite pourquoi dans la suite, alors laissons de côté les échecs pour le moment, car je dois vous parler du sponsor de cette vidéo avant d'entrer dans le vif du sujet. Oui, la nourriture c'est vital, ce n'est pas Sanji et encore moins Luffy qui vous dira le contraire. Oui, l'exercice physique est primordial pour une hygiène de vie durable. Kobe en est le parfait exemple, regardez ce BG. Mais une chose a encore plus d'importance, c'est le sommeil. Et c'est pas Zoro qui nous dira le contraire. Futur plus grand épéiste du monde, ne croyez-vous pas que le secret de sa puissance réside dans son sommeil? Ce n'est pas Enma, son plus grand atout, mais Emma, les matelas numéro 1 en France. Pour leurs matelas à mousse à mémoire de forme et leur confort primé, pour leurs couettes et oreillers moelleux, visitez le site emma.fr et choisissez la configuration idéale pour que vos prochaines nuits soient synonymes de bien-être absolu. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu avec le matelas hybride 2+, qui aura changé littéralement mes nuits. Combiné à ses oreillers nuage élite, même le marchand de sable lâcherait son meilleur somme pendant sa tournée. Si vous ne me prenez pas au sérieux, c'est peut-être car je n'ai pas été assez précis sur l'excellence de leurs produits. On parle là d'un matelas adapté à tout type de dormeur avec une technologie de mémoire de forme que même Luffy et l'éveil de ses pouvoirs ne peut égaler. 5 zones de soutien développées par les experts d'Emma pour un confort ultime qui feront de lui le meilleur matelas testé en France en 2023. Une technologie permettant au matelas de respirer et s'aérer comme si nous avions affaire à un nuage de Skypeia. D'ailleurs, on comprend mieux pourquoi la gamme de leurs oreillers à mémoire de forme se nomme nuage tant ils sont moelleux. Mais surtout et au-delà de la haute qualité de leurs produits, vous profiterez de 10 ans de garantie, de 100 nuits d'essai sans aucun risque puisque si vous voulez le renvoyer, la livraison et le retour sont gratuits. Grâce au French Day,
Days et jusqu'au 9 mai à minuit, c'est jusqu'à 50% de réduction que vous pouvez obtenir cumulable avec les 10% de mon code Goji One Piece. C'est le moment parfait pour changer de literie et sans se ruiner. Sans attendre, passez par mon lien en description et redécouvrez le monde des rêves grâce à Emma. Ok, c'est le début officiel de l'analyse du chapitre et ça commence par une théorie fausse. Super, hein? La chose dont fait face Mars n'est pas un séraphin, mais bel et bien le bon gros crâne de Vegapunk dans une immense cuve, formant ainsi ce que l'on nomme depuis le début d'Egghead le Punk Records. La plus grande source de savoir du monde se trouve là, sous nos yeux. Alors, théorie fausse, du coup oui et non, j'avais quand même mentionné la possibilité qu'il s'agisse du cerveau de Vegapunk, hein. Ceci dit, soyons honnêtes, le fanboyisme voulait voir des séraphins de fous, et inattendu, pas le crâne d'un vieux de 65 piges découpé dans du formol. Mais c'est une bien meilleure chose, bien plus cohérente, ce qui soulève d'ailleurs une question simple de la part de Mars que j'ai trouvé d'une grande pertinence. Est-ce le vrai Vegapunk? Est-il réellement mort ou n'est-ce que son enveloppe corporelle, laissant ainsi sa conscience vivre à travers le Punk Record? Il est vrai que le scientifique est sûrement le moins à même de vraiment mourir dans One Piece, puisque au-delà de ses créations, les satellites qui sont des parts de lui, le Punk Record est purement et simplement son cerveau, encore vivant, sa conscience. Si Vegapunk meurt physiquement, il ne mourra pas spirituellement, et sa place dans le futur de One Piece pourrait se trouver dans la technologie en devenant peut-être un hologramme à son tour, une intelligence artificielle. En fait, c'est peut-être déjà le cas. Le Vegapunk que nous avons rencontré depuis le chapitre 1065 n'est pas le vrai Vegapunk, juste un corps contrôlé par le Punk Record. Ce qui apporterait enfin une explication à sa mystérieuse disparition quand il parlait au groupe de Luffy. Il s'agirait en réalité de la téléportation de son corps par le Punk Record qui peut le contrôler comme bon lui semble. Au chapitre 1102, Vegapunk expliquait à Saturne avoir créé un circuit cérébral permettant d'alterner la conscience comme une double personnalité. C'est bien la preuve que ses études l'ont mené à travailler sur la conscience malgré l'aspect abstrait de la chose. Le vrai Vegapunk n'a jamais été celui qu'on pense et ça changerait pas mal nos perspectives sur le futur de One Piece, mais aussi celle du Gorosei finalement. En utilisant les données contenues dans son cerveau, en utilisant même les théories et la pratique de Vegapunk, le Gorosei pourrait absolument parvenir à leur fin en reproduisant le Mother Flame avec ou sans l'aide de York. Ce que j'entends par là, c'est que le Punk Record et le cerveau de Vegapunk sont sans doute en proie aux mêmes faiblesses que les systèmes informatiques ou les pouvoirs de manipulation mentale. À travers un virus, Saturne, le dieu de la science, pourrait prendre le contrôle du Punk Record, ou à l'inverse, avec une hypnose ou des artifices tels que des sérums de vérité, la conscience de Vegapunk pourrait se retrouver sensible à leurs effets et être exploitée contre son gré. En tout cas, l'histoire du Punk Record représente tout de même le rêve du plus grand scientifique au monde, un rêve partagé à Luffy et qui devra normalement changer l'humanité. Si le gouvernement mondial met la main sur le cerveau de Vegapunk, l'un des prochains objectifs des Mugiwara serait de le récupérer sur Marie-Joise. C'est ça peut-être le déclencheur de l'arc final de One Piece, la récupération et la préservation du Punk Record qui est aujourd'hui la seule pièce pour permettre à Vegapunk d'accomplir son autre rêve qui est d'offrir l'énergie illimitée au monde, stoppant les guerres, l'isolation et la famine. Pour un début de chapitre, ça en fait des choses à dire et ce n'est pas fini car au-delà de la théorie sur le Punk Record qui serait un élément clé du futur de One Piece, le présent mérite toute notre attention puisque Mars fait face à un nouveau problème. Le Denden Mushi émetteur trouvé dans les derniers chapitres n'est pas le vrai. Mars n'a donc pas le temps d'empêcher la diffusion du message qui débute enfin. Avant de parler du message en lui-même, je veux impérativement revenir sur la difficulté qu'ont le Gorosei à retrouver la source de la diffusion. Il y a 99% de chances que je me foire, vu que chaque chapitre de One Piece me fait perdre 10 points de QI à force de réfléchir dans le vent, mais je reste plus persuadé que jamais que Egghead devra être détruite avant la fin du message. Pour Imu, le Gorosei, le gouvernement, Vegapunk s'apprête à bien trop chambouler les fondements du monde qu'ils ont établi. Il va y parvenir, c'est une évidence, mais les dirigeants du monde peuvent encore utiliser leur dernier atout, la destruction de l'île. Depuis le début de leur raid, ils tentent tant bien que mal de préserver le réacteur à fusion, permettant la création de Mother Flame. Mais j'ai l'impression que c'est précisément ce qu'ils n'arriveront pas à sauver. Sauver le Punk Record pour les connaissances illimitées qu'a accumulé Vegapunk, sauver York qui est le seul être capable de comprendre et répliquer les travaux du Stella, c'est largement suffisant. Ils ont déjà York, ils savent où est localisé le Punk Record, en vrai, il leur faut quoi de plus? Une fois ces éléments mis en sécurité grâce à leur pouvoir, un nouveau Mother Flame apparaîtrait dans le ciel
officiel d'Egghead pour l'effacer de la carte, coupant net la transmission avant la déclaration ultime de Vegapunk. Peut-être que dans la pratique ça sera pas aussi simple, mais en théorie préserver York et le cerveau de Vegapunk sont suffisants et une fois fait, Egghead pourra être détruit sans aucun problème, peu importe les pertes engendrées. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que d'après vous, Egghead sera véritablement détruit par Emu ou est-ce qu'ils vont vraiment tout faire pour protéger le réacteur à fusion ? Votre avis m'intéresse. Voilà, maintenant nous allons garder le message et son contenu pour la suite de la vidéo. Avant cela, nous allons parler brièvement des Mugiwara et des monstres franchement peu joyeux qui leur font face. Et évidemment, mes petits potes, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement si vous désirez me soutenir. Merci à vous, c'est vraiment l'aide absolue et ultime. Et merci aussi de me supporter parce que je suis vraiment trop con. C'est abusé. Dans la dernière review, je vous disais que les Mugiwara allaient donc bien devoir se défendre face au Gorosei, mais surtout que Sanji et Zoro échangeraient leur adversaire. Zoro fera face à Vénus, quand Sanji aidera le groupe de Nami face à Saturne. Sauf que, petit golemon que je suis, j'ai totalement zappé que Zoro et Jinbei n'étaient pas sur l'île, mais bien au niveau du Labo Phase, sur l'île céleste artificielle du coup. Et oui, donc 10 piges que le mec parle de One Piece, mais n'est pas foutu de se repérer sur une carte. J'entends déjà crier fraude au loin. Vous avez le droit. Donc, en effet, et normalement, Zoro ne pourra pas atteindre Vénus qui se trouve littéralement en contrebas de lui, ce qui change tout. Enfin, ça change qu'il ne l'affrontera pas ici sur Egghead, quoi, hein, sauf si l'arc s'éternise, et qu'avec Sanji, ils s'échangent leur adversaire comme ils l'ont fait sur Onigashima. Bref, voilà, se vanter quand on valide quelque chose, c'est cool, hein, mais reconnaître des erreurs de con comme ça l'est encore plus. Alors, que se passe-t-il pour nos Mugiwara? Eh bien, du côté de Sanji, il affronte donc Vénus Juro, ce qui sera évidemment en vain puisque ce dernier bénéficie de la même insensibilité au coup que ses congénères de l'EHPAD de Marie-Joise. Il arrivera même à se faire grailler par la forme équestre du doyen, mais heureusement, Sanji est désormais quasi autant invincible qu'un séraphin, sinon n'importe qui aurait sans doute fini en deux. Oimo et Kashi interviennent pour le sauver, phrase improbable quand on y pense alors que ces deux géants étaient des ennemis durant l'arc d'Enies Lobby, et en parlant de géants, parfaite transition, Bonnie s'inspire à nouveau de son héros en prenant une forme entière de géant prête à attaquer Vénus. Et ça c'est trop beau. Ça parce que au-delà de comprendre les pouvoirs de son fou du démon qui ont mis dans le fou 90% des lecteurs avec 10% restants faisant semblant de comprendre comment fonctionne le Toshinomi, hein, Bonnie arrive de nouveau à imiter Nika. Elle n'y parvenait plus face à Saturne, elle n'y parvenait plus puisque la pauvre, peu chère comme on dit chez moi, la découverte du passé de son père lui a fait perdre tout espoir d'un futur radieux, un futur dans lequel Nika se trouve. Or, au chapitre 1106, le dieu soleil s'est dévoilé à elle, confirmant alors les croyances ancestrales de son père, de sa famille. Enfin, de sa fausse famille, mais vous avez compris quoi. Luffy lui a redonné l'espoir et l'apparence de Nika, a supprimé ce blocage qu'elle avait plus tôt face à Saturne. Elle peut désormais imiter le dieu solaire car il existe, elle est à ses côtés. Alors elle aura toujours une limite, hein, en force physique par exemple, mais la voir dans cette forme de géante similaire à celle de Luffy m'a moi-même redonné de l'espoir alors que je sais pertinemment qu'il existe. T'es trop fort Oda. Du côté du groupe de Nami, bon vous vous souvenez de ce que je disais, que je veux voir une coopération entre les Mugiwara contre un ennemi commun, eh bien Oda a totalement su me séduire, il a entendu mes prières puisque Brook, Usopp, Nami et Chopper se sont tous les quatre donnés pour se défendre du Gorosei, mais petit plus émotionnel, ils l'ont fait davantage pour défendre Robin, traumatisé de la voix de Saturne, la même voix entendue lors du Buster Call d'Ohara discutant avec Clover. Ils l'ont fait, c'est plutôt Nami qui, dans un courage exceptionnel, a pris les rênes du groupe pour organiser la défense. Nami, Nami, vous avez capté le... Ouais. Par contre, c'est bien cool tout ça, mais à aucun moment je ne vois pas les Mugiwara être en difficulté face à Saturne. Donc normalement, très bientôt, Zoro et Jinbei du coup vont faire leur apparition pour sauver respectivement Robin et Nami, même si je dois avouer espérer au fond de moi revoir la forme démon de Nami qui malgré le traumatisme parvient à reprendre ses esprits et affronter Saturne, le Gorosei. Bref, Saturne étant justement en hauteur et près du bord de surcroît, l'objectif serait je pense de l'éjecter du nuage car de toute façon il sera impossible de le ou de les vaincre, hein, en parlant du Gorosei en général, dans cet arc. Après je peux évidemment me tromper encore une fois, et encore une fois dites-moi en commentaire ce que vous pensez des combats des Mugiwara face aux doyens, mais le temps me semble bien trop compté pour s'éterniser dans des combats totalement inutiles pour les protagonistes, vu qu'ils ne les tueront pas maintenant. Avant de passer à la suite, la partie finale de cette review, donc Saturne a dit un truc qui m'a quand même bien fait tilt sur le coup. Nico Robin, la femme qu'Akainu a échoué à éliminer. Là j'étais en mode mais frérot t'es bête quoi, c'est Aokiji qui l'a laissé partir pas Akainu. Et du coup bah non.
En fait, j'ai compris, enfin je pense avoir compris pourquoi il disait ça. Le Gorosei a chargé directement Akainu, de par son tempérament et son extrémisme, de ne laisser strictement aucun survivant pendant le raid d'Ohara, même parmi les femmes et les enfants, expliquant ainsi pourquoi c'est son navire à lui qui a détruit le bateau des civils, bateau dans lequel devait monter Nico Robin. Vivement qu'il se fasse malaxer en bonne et due forme lui. Bon, en tout cas, je pense avoir parlé d'un peu tout ce qui ne concerne pas le message final de Vegapunk. Maintenant, on va pouvoir du coup entrer dans une nouvelle dimension de la review qui, je pense et j'espère, vous plaira beaucoup. Le message commence et tout comme au chapitre 1108 qui signait le début de la transmission de Vegapunk, ce chapitre 1113 permet de voir la réaction de plusieurs visages connus de One Piece, attendant avec impatience et curiosité d'entendre les paroles du grand scientifique. De manière générale, la réaction des citoyens nous importe peu, à la rigueur il y a celle de César Clown qui en larmes découvre la mort de Vegapunk, mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas de la tristesse pour lui mais plutôt pour ne pas avoir réussi à le tuer de ses propres mains, j'ai l'impression, enfin bref. En tout cas il confirme bien l'objectif des Néomades qui était justement de faire chuter le plus grand scientifique. J'ai encore plus hâte de savoir ce qu'ils vont faire maintenant. Morgans à la rigueur a eu des paroles intéressantes sur le danger que représente cette diffusion pour son business. Le pauvre Boog il est en train de découvrir que la télé va remplacer les journaux, c'est fou hein, ça me fait davantage réaliser à quel point le monde de One Piece à la fin de l'œuvre sera avancé technologiquement. En tout cas, voilà, ce qui va nous intéresser maintenant c'est le message de Vegapunk en lui-même et plus précisément deux de ses révélations. La première, il explique qu'il a commis 2 péchés assez importants qui le mettaient en danger de mort, raison pour laquelle il a programmé la transmission lorsque son cœur arrêtait de battre. Et la deuxième, le climax de ce chapitre finalement, est qu'il conclut que le monde sombrera dans la mer. Si ce point est évidemment le plus passionnant de tous, ces péchés représentent quand même un sujet important à traiter, alors commençons par celui-ci. Instinctivement, le premier qui me vient et sur lequel j'ai quasiment aucun doute, c'est l'étude des poneglyphes. C'est peut-être très simple, mais relire le chapitre 392 pourrait être une bonne chose pour vous si vous êtes un petit peu perdu en ce moment, car il décrit un peu tout ce que Vegapunk semble vouloir nous faire comprendre. Déchiffrer les poneglyphes est considéré comme un crime d'ordre mondial depuis la promulgation d'une loi d'il y a 800 ans. Aller au-delà de cette loi signifie une mise à mort inévitable, Clover le savait parfaitement, il en a fait les frais et Vegapunk aussi. Il est donc évident que ce premier péché est lié aux poneglyphes et que dans son message, il dévoilera au monde le rôle de ces stèles antiques. Qu'une personne ou un pays en connaisse le vrai sens est facilement gérable pour le gouvernement qui peut décider de tuer et d'éradiquer des îles, mais si le monde entier vient à découvrir le sens des poneglyphes au même moment, autant vous dire qu'ils ne pourront rien y faire. Ok, donc ça c'était la partie facile, la partie compliquée vient sur le deuxième péché de Vegapunk. Assez naïvement je pensais, et je pense quand même encore un petit peu, que c'est la recherche de l'histoire du monde. Alors oui, c'est assez proche de l'étude des poneglyphes, mais pas forcément pareil, c'est justement Clover dans le chapitre 392 encore qui m'a assez convaincu en disant qu'étudier les mystères de l'histoire oubliée est interdit, défendu, tabou et proscrit, tout comme les poneglyphes, ce qui fait donc une différence entre les deux. Ça ferait pas mal sens avec le chapitre 1068 cette fois-ci où Vegapunk explique que le gouvernement veut sa peau et veut se débarrasser de lui comme ils l'ont fait avec Ohara car il a creusé trop profondément dans l'histoire. L'un se retrouve donc dans l'autre tout en pouvant se différencier et à vrai dire ce sont les seuls méfaits connus de Vegapunk. Enfin presque, car il en manque un. Si le deuxième péché commis par le scientifique n'est donc pas lié à la recherche de l'histoire ou même aux poneglyphes, il pourrait l'être sur l'étude du facteur de linéage et plus globalement le clonage humain. Dans le monde de One Piece, c'est devenu une véritable banalité, surtout depuis le chapitre 840 et l'introduction du Garma Double Six reposant sa force militaire sur le clonage reproductif. Or, le clonage reproductif est fortement interdit dans notre société de par l'atteinte à la dignité et intégrité des êtres humains, mais également dans One Piece. En tout cas, lorsque Vegapunk a trouvé comment créer les humains avec le facteur de linéage, le gouvernement a arrêté les Mads, absorbé Vegapunk dans ses rangs pour finalement recréer des super-humains modifiés à foison. Là où je veux en venir, c'est que d'un point de vue éthique, les séraphins, c'est une catastrophe. Vraiment, créer des êtres vivants bons qu'à suivre les ordres avec un libre arbitre quasi inexistant, c'est très limite. Et quand on sait à quel point Oda accorde de l'importance au genre humain, à la liberté de la vie sous toutes ses formes, il est évident que la création génétique, le clonage et tout ce sujet lié au Séraphin ou même à Vegapunk a pour but de divulguer un message, une histoire, une mise en garde. Cet autre péché de Vegapunk ne serait pas un crime que le gouvernement lui met sur le dos, puisque eux-mêmes l'ont voulu finalement, mais plutôt un mal qu'il vit personnellement. Malgré la fierté qu'il éprouve pour ses créations, avoir l'orgueil d'un dieu pour créer des êtres vivants serait le deuxième
deuxième et peut-être le plus gros péché de Vegapunk. Après voilà, j'avoue émettre une réserve sur ce deuxième péché qui pourrait à la fois totalement être un que j'ai cité ou même un autre que l'on ne connaît pas encore. Pour tout vous dire, je l'ai même soupçonné de parler de York puisque c'est littéralement le seul des 7 élites qui représente 2 péchés capitaux, la cupidité et la gloutonnerie, tout en étant à l'origine de sa déchéance après avoir pactisé avec le gouvernement mondial. Cependant, à l'époque de l'enregistrement du message, il ne le savait pas, donc ça ne doit pas être ça, mais j'aime bien la symbolique de l'idée. Ok, donc nous arrivons au point culminant du chapitre et donc par extension de la review. Vegapunk déclare que le monde va sombrer dans la mer, en tout cas, c'est sa conclusion. Sa conclusion à quoi, me direz-vous? Eh bien sûrement aux recherches trop approfondies sur l'histoire cachée de son monde. Vegapunk n'a pas réponse à tout. Il ne sait pas tout. Plusieurs pièces du puzzle lui manquent et sa conclusion peut être perçue comme une théorie, tout comme son approche de l'origine des fruits du démon d'ailleurs. Toutefois, le monde qui va sombrer dans les océans n'est en rien une théorie. Au contraire, j'ai presque envie de le considérer comme un fait avéré, et ce depuis plus de 14 ans. Pourquoi 14 ans précisément? Car c'est à ce moment-là que Barbe Blanche est mort, pendant la guerre de Marineford, et qu'il a annoncé pour la première fois l'apocalypse dans One Piece, à Sengoku. L'apocalypse est un sujet que je n'ai jamais réellement traité en profondeur à travers mes vidéos et théories, car après le travail absolument excellent de Nina dans ses théories d'énergie sur ce thème qui se confirme encore aujourd'hui, je n'avais strictement rien à apporter. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vivement à vous replonger dans cette grande suite de théories pour avoir, je pense, un vrai aperçu du final de One Piece. Reparlons donc de l'apocalypse, mais façon Goji, avec tout son cuit en moins, et surtout avec l'impact de ce nouveau chapitre. Dans notre esprit, l'apocalypse est directement associé à une fin du monde, ou du moins à un événement qui changera le monde de manière irréversible à travers une ou plusieurs catastrophes. Pourtant, ce n'est pas tout le temps si négatif que ça, et un tel cataclysme peut représenter un nouveau départ pour un monde corrompu. C'est le cas pour le déluge biblique et le mythe de l'arche de Noé. Je précise biblique, mais le principe d'un monde sombrant dans l'eau est présent dans quasiment tous les mythes et religions de l'histoire. Oda le sait très clairement, et n'a pas pu passer à côté, surtout pour une personne s'y connaissant autant dans la mythologie que lui. Concernant le déluge, et pour ceux n'ayant pas entièrement la référence, il est présenté comme une punition divine visant à détruire le monde corrompu pour le reconstruire et pour ne laisser aucun survivant si ce n'est un élu et des animaux suffisamment nombreux pour se reproduire. Même si du coup on le voit comme une véritable catastrophe, il faut comprendre que le déluge est censé représenter un nouveau départ pour un monde qui ne va pas bien en faisant sombrer dans l'eau le précédent. Derrière le chaos engendré se trouve alors la volonté d'un changement ultime bénéfique à tous, ce qu'a annoncé Vegapunk serait alors purement et simplement le déluge dans One Piece pour un monde qui n'en tient plus la route. Ok, et donc, c'est tout? Non. Bien sûr que non. Si ça paraît très simple et explicite dans les mythes de notre monde, dans One Piece, le déluge qui se prépare n'est en rien banal. En fait, et pour tout vous dire, c'est le héros, le protagoniste de toute l'histoire, le bienfaiteur ultime et futur roi des pirates Monkey D. Luffy, qui va provoquer la destruction du monde. Et pour le comprendre, il faut revenir sur plusieurs déclarations disséminées par Oda absolument partout dans l'histoire de One Piece. Des déclarations mentionnant le monde retourné, le monde renversé. One Piece wa jitsuzai suru. La mort de Barbe Blanche est un événement absolument majeur dans One Piece, la fin d'une ère, le début d'une autre. Avec la mort d'Ace, ce sont très clairement les événements ayant le plus modelé l'histoire pour faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Mais pour moi, il y a vraiment une chose bien précise dans la disparition de l'empereur qui change tout. Une chose qui a plongé One Piece dans une toute autre dimension avant même que l'on ne s'en rende compte. Sengoku, vous, les hommes du gouvernement mondial, vivez dans la peur de cette grande bataille qui engloutira le monde entier. Oui, vous comprenez désormais que Vegapunk ne nous a absolument rien révélé dans ce chapitre en fait, puisque c'est précisément la même chose qu'a dit Barbe Blanche, à un détail près, c'est que lui, il le sait non pas grâce à ses recherches scientifiques, mais grâce à Roger qui lui aura révélé ce qu'il a vu sur l'île finale de Laftel. J'ai vraiment commencé à prendre conscience de l'importance et la signification de ces paroles lors de ma théorie sur Roger n'ayant jamais trouvé ou possédé le One Piece, car j'ai compris que justement le One Piece ne pouvait être trouvé ou possédé que lorsque le monde sera lui-même retourné, et vous aussi vous allez le comprendre dans cette vidéo. Comme je l'ai sous-entendu, la mention du monde retourné ou renversé a été faite à de multiples reprises dans One Piece, mais toujours dans un cadre très précis, celui du futur. Même si ça n'a jamais été considéré comme tel, c'est une forme de prophétie annoncée que par les personnes les plus proches du One Piece. Il y a donc Barbe Blanche, comme je le disais plus tôt, juste après s'être remémoré cette dernière conversation avec Roger. Peu de temps après, c'est justement un autre flashback avec Roger, mais proposé
proposant cette fois-ci à Rayleigh de l'accompagner dans son aventure pour retourner le monde ensemble. Ensuite, et là c'est plus récent, c'est Oden avant de mourir qui dit à Toki de voyager 20 ans dans le futur pour qu'elle puisse enfin trouver ce qu'elle cherche depuis 800 ans, car le monde entier sera retourné. Pour préciser quand même, à l'époque d'Oden, voyager 20 ans dans le futur signifiait voyager dans le présent, l'époque de Luffy, là actuellement après l'ellipse. Ces paroles, tout comme celles de Barbe Blanche, résonnent donc avec l'histoire qu'il a découvert aux côtés de Roger sur Laftel et font encore une fois office d'annonce prophétique. Ok, alors je pense que vous avez tous assimilé l'idée de l'événement apocalyptique qui marquera et changera le monde de One Piece de manière irréversible. Mais que veut dire retourner le monde et qui en sera à l'origine? Pour vraiment le comprendre, il faut une fois de plus revenir à l'origine de cette déclaration, la toute première fois qu'un tel événement est annoncé dans One Piece, les fameux derniers mots de Barbe Blanche. C'est ce chapitre en particulier qui va nous donner toutes les indications que la suite ne nous donnera pas, et même plus précisément cette page. Barbe Blanche parle d'un homme attendu par Roger, mais qui n'est pas Marshall D. Teach. Un homme qui héritera de sa volonté, comme d'autres porteront la volonté d'Ace, car tant que leur lignée survit, leur flamme ne meurt jamais. Une volonté passée de génération en génération sans jamais mourir et qui brûlera jusqu'au jour où un homme viendra défier ce monde dans une bataille qui l'engloutira. Enfin, quand ce trésor sera trouvé, le monde entier sera retourné. À l'époque de la sortie de ce chapitre, les déclarations de l'empereur mourant pouvaient paraître particulièrement floues, mais aujourd'hui nous avons toutes les données nécessaires pour décrypter chacune des cases de cette page, annonçant juste la fin de One Piece en fait. Si Newgate précise que Teach n'est pas l'homme attendu par Roger, c'est parce que Roger a découvert sur Laftel l'histoire très ancienne et la prophétie de Joy Boy qui doit renverser le monde tout en portant la lettre D dans son nom. À l'époque, bien avant Ace, Teach était le seul à porter cette lettre dans l'équipage de Barbe Blanche, expliquant pourquoi il a pu penser un instant que c'était lui, l'homme attendu, l'élu en fait. La lignée d'Ace et Roger pourra s'éteindre que leur flamme ne mourra jamais. Là encore, nous parlons des D et leur manière si énigmatique de ne jamais vraiment mourir, car leur volonté finit à un moment ou l'autre par être héritée par quelqu'un qui l'accomplira. Et bien sûr, avec le poids de toutes ces générations de D et leur volonté centenaire, un homme viendra les accomplir en défiant le monde, en défiant le gouvernement mondial. Et cet homme, c'est Luffy en fait. Lorsqu'il trouvera enfin le trésor du One Piece, le monde sera renversé. Le monde sera exactement comme l'a annoncé Vegapunk dans ce chapitre, englouti, exactement comme l'a dit Barbe Blanche. Il sera englouti par cette grande bataille provoquée par l'homme qui trouvera le One Piece, par Luffy, le futur roi des pirates, le nouveau Joy Boy. Et c'est là toute l'importance de la chose. Barbe Blanche nous apprend que ce n'est qu'en trouvant le One Piece que Joy Boy pourra à nouveau renverser le monde et l'engloutir dans la grande bataille finale. En gros, et pour résumer, en obtenant le One Piece, Luffy détruira le monde. Et ce qui est d'autant plus marrant, c'est qu'en écrivant cette review, j'en suis venu à cette conclusion, en omettant totalement un point primordial de l'histoire de One Piece et de notre compréhension du clan d'Eddie qui confirme cette théorie, Corazon. Corazon est celui nous ayant le plus dévoilé le sens réel d'Eddie et leur rapport avec le gouvernement. En révélant à Law ce qu'il sait du clan auquel appartient le jeune rescapé de Flévance, il lui explique que les Dee sont les ennemis des dieux et que leur destin pourrait bien être de détruire ce monde. Mais pas seulement, que les Dee causeront une catastrophe, une tempête. Vous comprenez mieux désormais à quel point le futur de One Piece est teinté d'un chaos causé non pas par les méchants, mais par les gentils, que le discours de Vegapunk sur le bien et le mal est important, gorgé de symbolique sur notre appréhension des événements sans avoir tous les points de vue. Si je dis à n'importe qui ne lisant pas One Piece que Luffy va détruire le monde, il sera considéré comme un ennemi, un antagoniste. Pourtant, Luffy devra détruire le monde non pas pour sceller son destin, mais justement pour le sauver. On a l'idée, les preuves, les symboliques, mais où sont les faits? Comment un tel événement pourra avoir lieu et comment Luffy va procéder? On va revenir sur le chapitre de Corazon mentionné plus tôt et faire un petit bond en arrière de 3 chapitres pour arriver au 761. Normalement, vous le connaissez très bien, puisque c'est dans celui-ci que Doflamingo parle du trésor national de Marie-Joise. Un élément que j'ai gardé volontairement aussi tard dans cette vidéo car il représente sûrement le tournant final que prendra One Piece lors de la submersion du monde. Je vais être honnête, plutôt je ne vous ai pas cité tous les moments où l'on cite le monde qui sera retourné, car Doflamingo en parle lui aussi et relie directement cet événement au trésor de Marie-Joise. Ça fait quoi? 10, 11 ans peut-être, que ce trésor est l'un des plus grands mystères de One Piece et que l'on n'arrive toujours pas à imaginer ce dont il pourrait réellement s'agir. Eh bien, si la question persiste, une chose est sûre et certaine, le trésor de Marie-Joise est à la fois lié au One Piece, mais aussi au D et donc à Joy Boy, qui devra normalement retourner le monde. Si vous n'avez pas encore compris, Luffy utilisera le trésor national de Marie-Joise d'une manière ou d'une autre pour découvrir le One Piece et pour détruire le monde. Cette destruction se déroulera dans les faits par une utilisation des armes antiques qui auront un effet néfaste et
similaire à celui de Mother Flame, ayant fait grimper le niveau de la mer de 1 mètre au chapitre 1089. Oui, la destruction a commencé, elle a été amorcée par Imu avec Mother Flame, mais continuera avec Luffy. Luffy provoquera un raz-de-marée et détruira le monde comme l'a prédit Shirley. Sa présence au milieu de l'île des hommes poissons, en flammes, est une véritable prophétie, une vraie vision, et elle se justifiera par le début de l'apocalypse qu'il déclenchera. Luffy doit accomplir la volonté de Joy Boy. Son but n'est pas d'anéantir l'humanité, mais bien de la sauver. C'est pourquoi nous revenons au principe du déluge biblique et de l'histoire de Noé. L'arche de Noah, présent dans les fonds marins, sera utilisée pour permettre la survie des peuples grâce au roi des mers, grâce au pouvoir de Poséidon et des rois des mers. Le jour du serment représente le jour où le monde sombrera dans les océans et sera causé par des pluies diluviennes causées elles-mêmes par une arme antique comme Uranus et la hausse répétée du niveau de la mer. Jusqu'où s'arrêtera cette inondation? Jusqu'au dernier continent inexploré des Mugiwara, le pays de Redline. Ce lieu abritant les dragons célestes sera la seule parcelle de terre à plus de 10 km de hauteur à ne pas subir les inondations et le cataclysme qui se répandra sur la terre. Le pays des dieux ne sera plus que la seule terre libre et accessible au monde. East Blue, West Blue, North Blue, South Blue, Grand Line et Cam Belt, il ne restera plus rien sous les flots, tout sera noyé, comme ce fut le cas pour Wano Kuni d'ailleurs. Comment l'humanité survivra à de telles inondations? Grâce au Noah, comme je vous l'ai dit. Mais pas seulement. Les navires de tous les pirates accueilleront des civils. La Boune pourrait elle-même le faire grâce à son corps modifié pour y vivre à l'intérieur. Ce n'est pas sans compter Zunesha qui est un véritable pays insubmersible grâce à ses 35 km de hauteur. Mais surtout Water 7. Ce n'est pas le pays qui fut le premier à manquer d'être submergé par les océans dû à l'Aqua Laguna. Suite au danger que représente cet événement, Iceberg a un nouveau rêve, un nouvel objectif, faire flotter Water 7. Water 7 sera peut-être la seule île à ne pas être entièrement submergée grâce à Iceberg et protégera là encore de nombreux citoyens du monde de One Piece. Et qui nous dit que Vegapunk, le plus grand des scientifiques, tout en ayant conscience du funeste destin du monde, n'est pas lui-même préparé une technologie permettant à certains pays, à certaines îles, de flotter et donc de ne pas être entièrement submergé. Peut-être que l'ancien royaume a bel et bien été englouti comme le fut l'Atlantide dans les mythes et légendes, et puisque la vie n'est qu'un cycle, la conclusion de Vegapunk serait que le monde vivra exactement le même apocalypse qu'a vécu l'ancien royaume. Mais je persiste, cet apocalypse n'est absolument pas une mauvaise chose pour One Piece, au contraire, c'est ce qui permettra à Luffy de le libérer. L'histoire prendra une toute nouvelle tournure et surtout un nouveau départ après 800 années de corruption. Les Tenryubito qui tentent par tous les moyens de ne pas se mélanger aux humains seront finalement obligés de cohabiter sur Redline avec eux pendant la période du déluge. La taille démesurée du continent rouge prendra alors tout son sens et les 10 provoqueront bien la tempête tant crainte par les anciens. Le monde sera renversé aussi bien physiquement que métaphoriquement car la société changera de règles. Les humains redeviendront égaux entre eux mais aussi entre les races. Les hommes poissons vivront enfin à la surface sous la lumière du soleil grâce à Luffy qui guidera la princesse sirène et les rois des mers sur la bonne voie en accomplissant la volonté antique de Joy Boy. Ce futur n'est pas si éloigné et a même déjà commencé suite à l'usage de Mother Flame. Il ne prendra cependant place que lorsque Luffy découvrira la véritable histoire sur Laftel en devenant le roi des pirates, mais surtout en découvrant le One Piece que Roger n'a jamais possédé. Les paroles de Barbe Blanche prendront bientôt leur véritable sens. La grande bataille qui engloutira le monde entier arrive et quand Luffy trouvera enfin ce trésor, le monde sera retourné. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, rien ne m'aidera plus que de liker cette review et de vous abonner et même de commenter pour participer à son référencement. Désolé, pas de courrier de Goji exceptionnellement cette fois-ci, mais n'oubliez toutefois pas de commenter sous le message épinglé pour la prochaine review, le prochain chapitre. Je vous invite à me rejoindre sur Twitch car si ce n'est pas ce soir, lundi ou mardi viendra un live où l'on débriefera à nouveau de ce chapitre exceptionnel. En attendant, je vous remercie, je vous souhaite une agréable journée ou soirée les bros, peace et prenez soin de vous.